Il y a un problème numéro un en France, dont d'ailleurs cet entretien est la preuve, c'est que la parole n'est plus libre dans les grands médias. Et qu'on se trouve en France devant un phénomène qui est que les questions se posent par milliers dans la population. Les gens veulent des questions, enfin veulent poser des questions, veulent des réponses. Et tous les médias, sans aucune exception, tiennent le même discours, un discours pro-vaccin, un discours anti-masque lorsque M. Macron dit qu'il ne faut pas mettre de masque. Je rappelle quand même qu'au mois de mars, une dizaine de jours avant qu'il lance le premier confinement, M. Macron se rendait avec son épouse sur les Champs-Élysées. Il appelait les gens à aller au théâtre, à sortir. Et puis donc à ce moment-là, tous les médias nous disaient il n'y a aucun problème. Changement à 180 degrés quelques semaines après. Et tout ceci a été au cours de l'année 2020 des changements de pied continuels où les Français ne comprenaient plus rien. D'ailleurs, aujourd'hui, on me demanderait. D'ailleurs, nous enregistrons en ce moment même. M. Castex, dans quelques instants, va nous sortir à quelle sauce nouvelle on va être mangé. Ça change sans arrêt. On n'y comprend plus rien. Et les gens se posent des questions naturelles. D'où vient le vaccin? Qu'est-ce qui se passe? On a un prix Nobel, M. Montagnier, qui nous dit que ce vaccin, quand même, comporte des génomes qui sont ceux en partie des séquences qui sont exactement celles du virus du sida ou d'autres du paludisme, de la malaria. Aussitôt, des journalistes qui n'ont aucune connaissance en matière médicale tombent sur le prix Nobel de médecine en disant que c'est un charlatan. Vous pensez au professeur Montagnier? Oui, je parle au professeur Montagnier. Donc moi, je n'ai pas de connaissances médicales. Moi, j'ai dans ma famille, j'ai un frère qui est médecin, j'ai une fille qui est médecin. Ce que je sais quand même, c'est que je me dis, il est normal de se poser des questions. Et si il y a un prix Nobel de médecine, s'il y a des professeurs dont tout le monde connaît les noms, qui disent des choses et d'autres qui disent le contraire, je n'ai aucune raison de donner plus le crédit à l'un plutôt qu'à l'autre. Eh bien non. Depuis des mois et des mois, on a l'interdiction de poser des questions et d'en recevoir. Et si vous posez la moindre question, vous êtes traité de complotiste. Ce qui fait qu'on a un divorce qui s'est accru. Je pense que le mot complotiste, c'est peut-être le mot de l'année 2020. C'est-à-dire que désormais, le divorce est complet entre une très grande partie de la population, pas tous. Il y a aussi des suivis, des gens qui approuvent absolument tout ce que dit Big Brother, et puis une partie de la population qui est entrée en rébellion. Ce phénomène n'est d'ailleurs pas, comment dirais-je, isolé à la France. On voit le même phénomène se produire et qui produit des ravages en ce moment aux États-Unis, puisque, là on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais il y a aussi un problème démocratique profond qui maintenant s'est posé dans l'Occident, puisque on en parlera un petit peu comme les Français ne peuvent pas s'exprimer dans les médias, ils se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Or, on est en train d'assister maintenant à la fermeture à son tour dans les réseaux sociaux. Mais si, il faut bien comprendre quelque chose, hein. C'est que si les peuples du monde ne peuvent plus s'exprimer et poser des questions et recevoir des réponses qui leur paraissent justes, ni dans les médias, ni sur les réseaux sociaux, ça se terminera dans la rue. Alors, le monde n'est pas binaire, il y a aussi quand même une tranche de la population qui s'interroge simplement, sans être dans la rébellion, ni... bien sûr, bien sûr. Il y a aussi une partie de la population qui est d'accord avec ce qui est dit. Alors, gouverner, c'est prévoir. Évoquons à présent les conséquences de cette gestion. Sans jouer les Cassandres, comment est-ce que vous voyez l'année 2021 se profiler? Est-ce que vous craignez des mouvements insurrectionnels ou violents? Comment faire face à un monde en multicrise? Moi, je ne sais pas, comme tout le monde, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Ce que je pense, en tout cas, c'est qu'on est lancé dans ce qu'on appellerait une politique en américain de stop and go. C'est-à-dire que, rappelez-vous, on a fait le deuxième confinement pour échapper au troisième. C'est ce qu'avait dit le 24 novembre dernier Emmanuel Macron. Le deuxième confinement qui n'était pas vraiment... Qui n'était pas vraiment un confinement, mais quand même, il avait dit on prend ces mesures pour éviter la troisième vague. Maintenant, on est en train de préparer un troisième confinement pour éviter la quatrième. Et puis après, on préparera un quatrième confinement pour préparer la cinquième. On n'en voit pas le bout. Le président de Moderna, il y a quelques instants, a expliqué dans un colloque organisé par une banque d'affaires, d'ailleurs, JP Morgan, c'est quand même étonnant qu'on débatte de ces sujets dans des cénacles financiers. Et il a expliqué, je comprends d'ailleurs qu'il l'ait dit dans un cénacle financier, il a expliqué qu'on vivrait pour toujours désormais avec ce virus, voilà, jusqu'à la fin des temps. Premièrement. Et deuxièmement, qu'il y aurait à chaque fois des nouveaux mutants, des virus mutants, et qu'il va falloir à chaque fois des nouveaux vaccins. Donc c'est jackpot pour Big Pharma. C'est quand même formidable. Alors je comprends qu'effectivement les investisseurs réunis par JP Morgan se frottent les mains devant cette affaire. Et ce qui n'est pas normal,
c'est qu'effectivement, on n'est pas... Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Frédéric Poisson. Le principe de base, c'est qui est quand même d'abord de traiter une maladie. On a l'impression que le gouvernement, le président de la République, refuse de le regarder en face. C'est quelque chose d'étonnant. Justement, avec Nicolas... avec Nicolas Dupont-Aignan, François Philippon, on a écrit à Véran et au président de la République. Le président de la République, d'ailleurs, qui a bien voulu me répondre avec un courrier que j'ai reçu aujourd'hui. Enfin, plus exactement, c'est son directeur de cabinet, M. Stroda, qui m'a répondu, pour me dire qu'il avait reçu ce courrier et qu'il l'avait transmis à M. Véran. Ah, bon. Donc déjà, on a un accusé-réception. Mais on dit dedans quoi? On dit des choses qui sont le b.a.-ba. C'est-à-dire que le gouvernement, plutôt que cette litanie mortifère, si tous les jours on nous annonce le nombre de morts, le nombre de décédés. Moi, j'ai déjà dit qu'on devrait également annoncer le nombre de... Ils ont arrêté quand même, hein. C'est fini. Oui, enfin, mais pourquoi on n'annonçait pas le nombre de morts sur la route, le nombre de suicidés, qui est en augmentation, le nombre de cancers, des différents cancers, etc., des crises cardiaques, etc. On a focalisé sur quelque chose de mortifère et de désespérant. Et nous avons demandé que le gouvernement tienne informer les Français du nombre très important de traitements qui existent maintenant, et qui sont à la recherche. On peut les rappeler, peut-être? Alors, bon, il y en a beaucoup. Hein. Il y a l'azithromycine, l'ivermectine, l'azithromycine, les graines de nigel. Ça, les musulmans sont très attentifs à ça, mais c'est un truc qui vient du Pakistan. Graines de nigel plus miel, parce que il paraît que ça donne des bons résultats. Il y a comment dirais-je, les traitements prophylactiques, comme la vitamine C, la vitamine D. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas lancé depuis des mois des campagnes, non pas pour ces applications Internet, mais déjà de dire aux Français, renforcez vos défenses immunitaires en prenant de la vitamine C. Tout le monde sait que ça ne peut pas faire de mal. Hein, en prenant de la vitamine D3, en prenant des suppléments en zinc, etc. Consultez votre médecin. C'est le conseil scientifique qui est censé... Oui, mais le conseil scientifique, vous avez vu ce scandale, on ne sait pas... On ne sait pas qui sont les experts qu'il a réunis. Il n'y a aucun compte-rendu des débats. Mais il conseille l'exécutif. Ni des décisions prises. C'est-à-dire, en fait, le pouvoir est complètement obscur et il se joue entre M. Macron, M. Castex, si tant est que Castex touche une bille dans l'âge, j'en sais rien, et puis M. Véran. Et on a l'impression que c'est une espèce de petit triumvirat qui décide au coup par coup avec des mesures. Alors, je ne vais pas insister, tout le monde est au courant. Des mesures qui sont contradictoires les unes avec les autres et qui mettent, en plus de ça, notre économie à genoux. Et ce que je reproche également dans cette affaire, c'est qu'il n'y a à aucun moment un acte du gouvernement qui dise « on s'est trompé sur ça, ça, ça et ça ». Hein, vous savez ce que disait Confucius, hein, la seule véritable erreur, c'est de ne pas reconnaître ses erreurs. C'est-à-dire que le gouvernement devrait dire voilà, et puis devrait faire des comparaisons. On nous a bassinés avec la Suède. Regardez ce qui se passe en Suède. L'épidémie, de nouveau, la deuxième vague est quasiment arrêtée. Donc il n'y a jamais... On a l'impression... Comment? Elle n'a pas repris. Eh ben, elle avait légèrement repris, mais regardez les courbes. Maintenant, il y a quasiment plus de morts en Suède, alors qu'ils ne sont revenus ni sur le confinement, qu'il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de fermeture des bars et restaurants. On est quand même face à quelque chose qui, je crois, est pratiquement sans précédent dans notre histoire contemporaine. C'est un gouvernement qui met à bas l'économie française. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de petites entreprises qui sont entraînées à la faillite, à la fermeture, pour des motifs qui restent à confirmer. Parce que le nombre de morts par habitant en Suède, il est inférieur au nombre de morts par habitant en France. Et eux, par ailleurs, ils n'ont pas des centaines de milliards d'euros de dettes et ils n'ont pas mis leur économie à genoux. Donc il y a aussi le gouvernement de gonfler les chiffres aussi un petit peu. Donc, alors par ailleurs... Non mais de toute façon, on est dans un univers, vous savez, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à des situations de guerre. Il y avait énormément de rumeurs qui circulaient pendant l'occupation. Il l'a dit, hein, le président. Oui, mais pendant l'occupation. Oui. Les rumeurs, elles naissent lorsque comment dirais-je, l'information n'est pas libre. S'il y avait dans les grands médias des vrais débats comme ceux qu'on peut organiser, que l'on voit à la télévision, qu'on voit d'ailleurs, ce qu'on voyait dans les années 60, 70, 80 du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on voyait le chef de l'État ou le Premier ministre ou des ministres qui débattaient avec l'opposition devant les Français. Sauf que vous avez noté que la pseudo-opposition actuellement, que ce soit Mme Le Pen, M. Mélenchon, ils se sont mis à quatre pattes. Hein. Ils sont tous maintenant, ils sont plus pro-vaccin que le gouvernement. Alors, donc le peuple français, du moins dans une grande partie du peuple français, ne se sent plus représenté ni par la télé, ni par le gouvernement, ni par les députés et sénateurs qui d'ailleurs ont été complètement mis de côté, puisqu'on est dans un univers où il n'y a plus de parlement, en fait.
Il n'y a même plus d'élections. Je ne sais pas si où vont les élections, mais il n'y a plus d'élections. On est dans une situation qui est, je trouve, crypto-totalitaire. Je l'ai déjà dit. La crise. Est-ce qu'on doit opposer liberté à autorité? Normalement, il faut concilier les deux, bien entendu. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que l'autorité de l'État quasiment n'existe plus. D'abord parce qu'on est en France. Hein. Vous connaissez la blague que disait Churchill quand il comparait 4 peuples d'Europe. Il disait en Angleterre, pour les Anglais, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Pour les Allemands, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Pour les Soviétiques, tout est interdit, même ce qui est autorisé. Et pour les Français, tout est autorisé, même ce qui est interdit. Donc on voit que le deuxième confinement, déjà, n'a pas été suivi. Même d'ailleurs, là, on est censé à Paris avoir un couvre-feu à 20h. Il m'est arrivé de prendre la voiture à 21h. Il y avait des voitures partout encore. Bon. Donc déjà, la crédibilité de l'État est quand même profondément affectée. Mais on n'a pas de liberté pour autant. Et moi, je suis quand même effaré, effectivement, du fait que tous les contre-pouvoirs ont disjoncté. Le gouvernement, on en a parlé, Jean-Frédéric Poisson et moi-même, on a l'impression qu'on ne sait pas très bien ce qu'il fait. D'ailleurs, il y a des membres du gouvernement, on ne sait même pas ce qu'ils font. Le haut-commissaire au plan, Monsieur Bayrou, on ne sait pas ce qu'il fait. Les conseils des ministres n'existent plus. Le Parlement, dans toutes les démocraties normales, ce sont les députés qui débattent des plans. Ici, on a d'un seul coup quelqu'un qui nous dit voilà ce que ça va être. Il n'y a aucune discussion qui a eu lieu, il n'y a aucune question auquel il a pu être répondu. Tous les médias se sont alignés. Voilà. Les syndicats focalisent actuellement l'attention des Français sur l'article 24 de la loi sur la sécurité globale, alors que cet article a été réécrit. Et puis bon, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est quand même un point de détail par rapport à la perte des libertés publiques. On va ajouter le fameux passeport vert, là, voilà, pour l'instant dans les tiroirs. Et puis, je reviens sur ce sujet. C'est un petit peu politique peut-être, mais on est là pour faire de la politique. C'est que l'opposition au Parlement n'existe plus sur ce sujet. Je veux dire, il n'y a pas où sont passés le Rassemblement national, les communistes, la France insoumise sur ce sujet clé de la société française. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire, de ce virus? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une commission d'enquête parlementaire qui ait déjà été diligentée, déjà pour écouter, et pas seulement brièvement monsieur Raoult, comme ça a été le cas, mais aller au fond des choses, d'où vient le virus? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que faire le bilan des mesures prises, demander justement ce que nous avons été obligés de demander à Troyes, c'est-à-dire où en sont les perspectives de traitement, quand vous avez un médicament comme l'ivermectine. Il y a une méta-étude qui est sortie hier qui a montré que sur 32 études concernant 10 033 patients avec 209 médecins, ça a montré que sur ces 32 études, il y avait 100% de résultats positifs. C'est-à-dire en traitement prophylactique, 90% des patients n'ont pas la maladie. En traitement précoce, on a 85% de réussite. En traitement tardif, on a 45%. C'est quand même, ça porte maintenant sur des échantillons. En France, quand vous dites ça, quand vous parlez ivermectine, c'est comme il y a quelques semaines, quelques mois, quand on disait hydroxychloroquine, la seule réponse est « Ah, vous êtes complotiste ». En fait, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer, et on est face à une société qui maintenant est bloquée. On nous dit que rien n'a été prouvé scientifiquement. Enfin, oui, mais attendez, mais est-ce que le remdesivir avait été prouvé scientifiquement? Non. Est-ce que les vaccins là qu'on injecte avec un ARN, c'est prouvé scientifiquement? Mais moi, j'attends encore l'étude sur le port du masque en extérieur. L'OMS a fait 3 notes sur le sujet du port du masque, en signalant à chaque fois, de manière très précise, à chaque fois qu'il y a marqué port du masque. Dans la note de l'OMS, la dernière de juin, il y a l'expression ensuite qui protège potentiellement de la transmission du virus systématique. En attendant l'arrivée des GAFAM qui auront. Tout ça, c'est beaucoup de blabla organisé au sommet de l'État. On a le sentiment, moi j'hésite, j'ai toujours pas tout à fait tranché mon opinion. J'hésite entre une immense incompétence. Hein. C'était Bismarck qui disait de Napoléon III, c'est une immense incompétence méconnue. Moi, je pense que c'est une immense incompétence à l'Élysée, avec un président de la République qui est complètement
qui n'est plus à sa place, qui ne sait plus où il va, qui prend des décisions. Parce que là, vous avez parlé, Jean-Frédéric Poisson, de ces 35 Français tirés au sort. Mais on a eu Monsieur Vaccin, on a eu Monsieur Comité Machin, on a maintenant McKinsey qui est d'ailleurs dans un scandale aux États-Unis, justement sur les questions sanitaires. On a tous les jours, on a l'impression d'un changement de stratégie constant. Et d'ailleurs, le président de la République lui-même a dit, Monsieur Macron a dit qu'il revendiquait, il assumait les changements de stratégie hebdomadaire. Enfin, il y a un petit problème. D'ailleurs, quand il dit j'assume, ça veut dire je n'assume pas, en fait. Parce que s'il assumait, il mettrait en jeu son pouvoir. Il dirait, écoutez, vous me faites confiance ou pas. Donc il y a une immense perte de confiance dans le président de la République. Comment la restaurer, d'ailleurs, cette confiance? Avant peut-être de restaurer ça, il y a un mot que je voudrais dire, parce que c'est un mot qui n'a pas encore été prononcé. Est-ce possible? Et c'est quand même un mot qui m'est cher, c'est le mot d'Europe et d'Union européenne. Parce qu'on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe en ce moment sur cette affaire de Covid, de ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Les laboratoires font pression. Voilà, les laboratoires. Comment se fait-il qu'il y ait 1 milliard d'euros? 1 milliard d'euros. Ça veut dire que le contribuable français a dû être mis à contribution pour peut-être l'équivalent de 180 millions d'euros. C'est-à-dire beaucoup plus que le budget qui est alloué chaque année pour restaurer nos monuments historiques. Ça a été dilapidé pour Remdesivir, pour un médicament qui non seulement n'a aucun effet, mais qui est nocif. Et là, tous les médias ont trouvé ça très bien. On n'a pas opposé au Remdesivir ce que l'on opposait, ce que l'on continue d'opposer continuellement à l'hydroxychloroquine, même si l'hydroxychloroquine n'est pas le médicament miracle que certains ont pu penser, il semble quand même se dégager de l'expérience générale dans le monde que ça peut avoir un certain effet prophylactique. Eh bien, nous, on a le sentiment qu'il y a des puissances qui s'exercent directement au niveau de l'Union européenne. Je vois d'ailleurs des ballons d'essai qui viennent de la Grèce, de l'Italie, des Pays-Bas, qui disent pour voyager dans l'Union européenne, on va avoir besoin d'un passeport européen certifiant votre vaccination. Et donc c'est par l'intermédiaire de l'Union européenne qu'on va avoir s'introduire en France cette idée de vaccin obligatoire. Moi, ce que je note aussi, c'est que ce vaccin, il est quand même éminemment politique et géopolitique, puisqu'il se trouve que dans la sphère de l'OCDE, plus les pays qui sont soumis aux États-Unis, comme la Colombie, le Chili, l'Australie dans l'OCDE, ou bien le Pakistan, dans ces pays-là, on a recours à 2 vaccins, c'est le vaccin Pfizer, BioNTech, et le vaccin Moderna, qui sont des vaccins à ARN. Mais dans il y a 50 pays du monde qui, eux, ont refusé ces vaccins, se sont tournés vers la Russie, vers le vaccin Sputnik, qui a déjà été d'ailleurs administré à 1 million de personnes. C'est-à-dire que même s'agissant du vaccin, nous n'avons même pas le choix. On nous explique que nous, d'ailleurs M. Véran l'a dit, nous n'aurons pas le choix. Et donc nous avons, par ailleurs, quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit que ce virus est beaucoup moins mortel dans des quantités de pays du monde, notamment en Afrique. Alors je connais les réponses tout de suite, on dit oui, mais en Afrique, il y a beaucoup plus de jeunes. Oui, d'accord. Mais quand on regarde la pyramide des âges, figurez-vous qu'en Afrique, au Sénégal, il y a aussi des personnes âgées. Il n'y a pas que des moins de 5 ans. Donc il y a aussi des personnes âgées. Et bien quand vous regardez les taux de mortalité dans beaucoup de pays d'Afrique, ou à Madagascar, etc., il est infime, même en Europe. Même en Europe, on ne parle jamais du taux de mortalité, par exemple, au Bélarus, où il n'y a aucun confinement. Mais le Bélarus, vous savez que c'est l'enfer sur Terre. Donc on nous explique, nous, on est dans une sphère très géopolitique. Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est une maladie politique et géopolitique. C'est quand même très intéressant. Donc ma question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut restaurer la confiance des Français dans nos institutions. Est-ce que vous avez des solutions à proposer à part renverser le... Ouais, moi, j'ai beaucoup de solutions à proposer. D'ailleurs, tout à l'heure, dans votre présentation, vous disiez que je proposais sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ça fait partie de ce genre de manipulation médiatique qui fait que il y a des candidats qui gênent le système et d'abord à qui on ne donne jamais la parole. Il faut les isoler. Vous n'êtes jamais invité nulle part. Ça m'arrive quand même, mais moins souvent que ce que je voudrais. Moi, il faut bien donner l'illusion de la démocratie. Quasiment nulle part. Et par ailleurs, quand on nous invite, on nous met dans une petite case. Donc moi, ce serait le type, je serais le candidat à la sortie du. Et le complotiste, voilà. N'oubliez pas. Regardez la bio du Point, le magazine hebdomadaire. Absolument. Mais ça... Et vous harcelez les médias d'ailleurs dans cette biographie. Absolument. Il faudra m'expliquer absolument. Bon, et puis Jean-Frédéric Poisson, lui, c'est catholique. Et puis voilà, c'est tout. Et puis on n'a rien d'autre à dire que ça. C'est qui est une réduction absolument scandaleuse. Donc déjà, la première chose à faire, c'est qu'il faudrait déjà faire respecter
les principes fondamentaux de la liberté d'expression. C'est-à-dire le CSA, par exemple, je suis désolé, ne fait absolument pas respecter la liberté d'expression. Le CSA tolère que ce soit toujours les mêmes qui passent dans les médias. Et maintenant, c'est Twitter et Facebook qui décident. Alors maintenant, ça c'est la nouveauté depuis... J'ai vu que la porte-parole du Kremlin a dit, là, je crois aujourd'hui ou hier, elle a dit que c'était le bannissement de Trump, c'était une bombe nucléaire dans les réseaux sociaux. J'ai vu d'ailleurs que le président, enfin le patron de Twitter, commence à essayer de faire un peu machine arrière. Parce que c'est un véritable scandale, cette histoire. C'est un coup d'État. C'est un phénomène historique. C'est un coup d'État planétaire organisé par les GAFAM. Alors je vois des gens qui disent « Oui, mais c'est normal, c'est les conditions générales d'utilisation ». Mais attendez, depuis quand un contrat de nature privée pourrait-il prévaloir au niveau planétaire pour des sociétés compris à tel pouvoir qu'elles ont c'est quasiment devenu des services publics. C'est pas possible. Est-ce que je vais raisonner par l'absurde. Imaginons que Facebook ait décidé, dans ses conditions générales d'utilisation, d'interdire aux musulmans, aux chrétiens, aux noirs, ou je ne sais pas, ou aux juifs, etc., d'avoir un compte Twitter. Ce serait, à juste titre, un scandale planétaire. Donc ça veut bien dire que ces conditions générales d'utilisation doivent être encadrées par des autorités judiciaires nationales et peut-être aussi par des traités internationaux. On ne peut pas autoriser ce qui s'est passé, c'est-à-dire que... Ça viendra chez nous, hein, c'est arrivé aux États-Unis. Bien sûr, mais c'est extrêmement grave. Quoi que l'on puisse penser, par ailleurs, de Donald Trump et de ce qu'il faut bien dire, je pense, bon, ces événements sont quand même assez contestables et d'ailleurs un peu délirant, je trouve. Bon, je ne suis pas d'ailleurs, au passage, là on change un peu de sujet, mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée qu'il y a eu un putsch, parce qu'un putsch aurait voulu dire l'armée, l'armée était prête avec des chars à intervenir, les forces de l'ordre, les médias auraient été verrouillés, etc. Non, tout ça n'a pas du tout été organisé. C'est plutôt une espèce de réaction comme ça qui, à mon avis, est une très très grande maladresse de Donald Trump. Mais tirer de cela l'idée que l'on va fermer un compte d'un président qui a 88 millions de suiveurs, un compte d'un chef du président de la plus grande puissance de l'univers en exercice, c'est hallucinant. Et c'est la porte ouverte, par ailleurs, aux deux poids, deux mesures, puisque je rappelle que le président, le Premier ministre, le docteur Mohamed Mahathir de Malaisie, avait dit au moment de l'affaire Samuel Paty, avait dit qu'il approuvait qu'il fallait couper la tête des Français. Moi, je le connais, je l'avais rencontré, Mahathir en Malaisie. C'est un monsieur très âgé. Il y a eu une vague protestation, mais on n'a pas fermé son compte Facebook. Sauf sur le Frexit, il faut qu'on en reparle. Mais il y a quand même des choses qui sont très, très importantes. C'est que Jean-Frédéric Poisson, d'ailleurs, j'en profite au passage pour rendre un petit hommage à Christine Boutin, qui a été à la tête, qui a créé le PCB, parce que Mme Boutin, elle avait appelé à voter non en 1992 au traité de Maastricht. Elle avait même fait partie de, je crois, 73 sénateurs qui avaient refusé la réforme constitutionnelle. Et Mme Boutin, elle avait appelé à voter non en 2005. Donc il y a une vraie tradition qui n'est pas exactement la même que la nôtre, mais il y a une vraie tradition de souveraineté nationale et de s'opposition. Et je pense que cette tradition-là, que vous représentez avec vos valeurs, nous avec les nôtres, je pense que cette tradition-là, elle montre quelque chose qui est absolument fondamental dans l'histoire que nous vivons là. Et que dans 200, 300 ans, les historiens du futur, quand ils étudieront cette période dont ils parleront, c'est qu'on a une formidable lutte au niveau planétaire et au niveau national, mais une formidable lutte entre les partisans du mondialisme, de la mondialisation, c'est-à-dire peu ou prou, voilà, qu'on appelle ça, je ne veux pas donner l'impression complotine, mais globalement, vider de substance les nations de leur pouvoir pour avoir des pouvoirs mondiaux qui sont décidés par des très grandes sociétés privées, par des OMS, mais l'OMS est quasiment en voie de privatisation au profit de la fondation Bill et Melinda Gates, donc où on a l'impression que c'est les pouvoirs financiers de quelques-uns qui s'imposent au monde et qui sont en lutte maintenant avec les patriotes ou les nationaux de tous les pays qui, eux, veulent rester avec les États-nations, parce que c'est là qu'a lieu la démocratie. Justement, d'ailleurs, ça va être le mot de la fin, François Asselineau.
Ça pourrait durer plus longtemps. On arrive au terme de l'entretien. Non, mais d'ailleurs, en fait, on découvre que sur beaucoup de points, nous sommes d'accord. Oui. Mais il y a d'autres gens qui sont d'accord. Par exemple, je vois Florian Philippot aussi qui va dans votre sens. Les patriotes. Nicolas Dupont-Aignan. Je vois que Julien Aubert, que j'ai reçu ici, globalement, alors, que faites-vous, il est d'accord. Je vois aussi, là, j'ai vu que, comment il s'appelle, Monsieur Montebourg il lance un peu des propos qui vont dans le même sens. On a Monsieur Guillaume Pelletier, Monsieur Xavier Bertrand qui disent oui, nous on est pour le retour de la souveraineté, etc. Mais tout ça, et c'est là où j'ai peut-être une petite divergence, c'est que tout ça c'est très gentil de dire on est pour la souveraineté. Mais concrètement, on fait quoi? Mais concrètement, tant qu'on sera dans les traités européens, dire Madame Le Pen, vous savez que Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon, je l'ai suffisamment dit, eux aussi disent des choses qui vont dans le même sens que nous. Sauf que eux, on a l'impression qu'ils ont passé un pacte faustien avec les médias et le pouvoir en se disant si jamais je dis qu'il faut sortir de l'Union européenne, je suis blacklisté comme Asselineau. Et donc, ils sont pour l'Union européenne, ils sont pour l'euro, et petit à petit, ils sont phagocytés, ils sont avalés par cette machine qui... Madame Le Pen, si demain Madame Le Pen était à l'Élysée, vous savez ce qui se passerait? Il se passerait rien du tout. Parce que toute la politique, y compris la politique migratoire, y compris la politique monétaire, budgétaire, la politique vis-à-vis de l'OTAN, etc., elle découvrirait, et ses ministres découvriraient qu'ils ont déjà tout un agenda. Moi, je connais, j'ai assisté à des changements de gouvernement. Eh bien, vous arrivez, le ministre arrive dans son... Même quand il y a des changements de majorité, j'avais vu ça en 93, le ministre, il arrive, il a un paquet comme ça de dossiers. Voilà, monsieur le ministre, qu'il faut que vous fassiez. La réunion à Bruxelles, nanana. Et il est emballé dans un truc, et le programme qu'on a donné aux Français, le programme électoral, il n'existe plus. Il est pris dans cet engrenage. C'est vraiment le sujet fondamental de notre époque, je pense. D'autant plus que le Brexit a montré qu'on pouvait avoir une vie après l'Union européenne.